Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce mardi 30 juin 2015 et bonne rupture de jeûne. Nous débutons ce journal par ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication en date de ce 30 juin 2015. Le Conseil supérieur de la communication s'est réuni en session ordinaire du 22 au 26 juin 2015 à l'issue donc de l'examen du point relatif au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. La plénière du Conseil supérieur de la communication a pris les décisions suivantes. 1. Un avertissement écrit est infligé au journal Le Courrier pour violation des dispositions des points 2, 3, 4 et 10 de la Charte des journalistes professionnels du Niger. C'est suite à la saisie d'office d'un membre du Conseil supérieur de la communication. Deuxièmement, une procédure de saisine d'office du CSC est engagée contre le journal Le Nouveau Républicain suite à la publication intégrale des articles ayant été à la base de l'interdiction de parution pour une durée d'1 mois infligée au journal L'Actualité. Troisièmement, la plénière du CSC souhaite à la grande famille de la presse nigérienne un bon ramadan et profite de cette occasion pour exhorter les responsables des médias et les journalistes à cultiver la tolérance, le pardon, la paix et la quiétude sociale dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, fait à Niamey le 30 juin 2015 le président de l'institution Abdraman Ousmane. La série de ruptures collectives de jeunes à la présidence de la République a débuté hier. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu les présidents des institutions, les parlementaires et les membres du gouvernement pour rompre ensemble avec eux le jeûne du mois béni de Ramadan. Je vous propose de suivre le résumé de cette première série de ruptures collectives au niveau de la présidence de la République. Comme pour les fois précédentes, ce sont les responsables des institutions, les députés nationaux et les membres du gouvernement qui ont été les premiers hôtes à rompre collectivement le jeûne avec le chef de l'État. Des salutations et quelques échanges avant l'appel du muezzin, puis ils passent à table. Un parlementaire dirige après la prière du Maghrib. Allahu Akbar. Retour encore à table, suivi de quelques impressions sur cette initiative du chef de l'État. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui avec les députés de l'Assemblée nationale. Nous avons été invités par le président de la République à rompre le carême le soir. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus. C'est rentré dans les coutumes du président de la République. Voilà 4 ans que cela se répète. Nous demandons à Dieu que par sa grâce, que les choses continuent comme ça. Il s'agit là d'une tradition désormais établie. Le président convie les différentes couches de la population à l'iftar. Pendant ce mois béni de Ramadan, il a l'habitude de partager donc ces moments avec toutes les couches de la population. Pour ces moments importants de partage, de communion, il s'agit de cela. Et de prière, bien entendu. Voilà. Il s'agit de ça et vraiment c'est un grand plaisir, un grand honneur de faire ça avec le premier magistrat du pays. Il en sera ainsi jusqu'au 8 juillet prochain, où tour à tour des représentants de diverses couches de la société nigérienne passeront au palais présidentiel pour rompre le jeûne avec le président de la République. Voilà, aujourd'hui ce sont donc les responsables et les représentants des différentes associations islamiques de notre pays qui sont les autres à rompre le jeûne du président de la République dans le cadre donc de cette série de ruptures collectives du jeûne à la présidence de la République. Une autre série qui a débuté et qui se poursuit, c'est celle de réclamation du paiement des bourses et des frais d'inscription par les étudiants nigériens dans divers pays. Après le Sénégal, le Maroc et la France, c'était plutôt au tour des étudiants nigériens vivant en Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut pour leur part également les locaux de l'ambassade du Niger sur place pour les mêmes motifs, donc le paiement à terme des bourses mais aussi des frais d'inscription, comme nous l'explique ici le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens vivant en Côte d'Ivoire, M. Maman Baraji Al-Kash, joint au téléphone.
Et le motif concernant spécialement les retards inexpliqués de bourse. Donc, c'est suite à cela, nous, étudiants ici en Côte d'Ivoire, nous voulons revendiquer le droit de fuite légitime. Donc, à cela s'ajoutent d'autres problèmes qu'on a énumérés lors de notre déclaration, à savoir les frais l'augmentation des frais de scolarité, qui étaient réduits à la baisse de simplification, et aussi concernant les frais de retour de nos transports qui jusqu'à présent n'ont pas encore été réglés. Et aussi la vote à pharmacie lors de différentes problèmes suivis. Pour manifester votre mécontentement, qu'est-ce que vous avez organisé ce matin? C'était juste un suivi d'une déclaration. Donc la déclaration, c'est juste pour donner un ultimatum d'une semaine pour que notre bourse puisse nous venir dans le délai de séjour qui est inscrit dans notre... Quelles sont les conditions d'études des étudiants nigériens en Côte d'Ivoire? Les conditions ne peuvent être vraiment très minables, puisque ici en Côte d'Ivoire, c'est un pays où le transport est vraiment cher. Et ce genre de problème entraîne le retard et aussi des fois à ce que des étudiants ne puissent même pas assister aux cours alors qu'ils sont là uniquement ici en Côte d'Ivoire pour les études. Donc ce sont des genres de conditions que nous voulons exprimer. À part cela aussi, au niveau des différentes scolarités, c'est aussi des problèmes. Ça fait combien de temps vous avez passé pour votre bourse? Il y a de cela beaucoup d'années. La bourse, elle vient en retard. Mais cette année, vraiment, c'est des retards inexpliqués. Parce que c'est uniquement le premier trimestre qu'on a touché, la bourse de octobre, novembre, décembre. Quant à 2015, jusqu'à présent, on n'a rien touché. Il y a beaucoup d'étudiants qui chôment les cours parce qu'ils n'ont pas les moyens pour assister aux cours. C'est la triste réalité. Pas loin de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso également, les étudiants nigériens qui sont sur place ont les mêmes revendications de paiement à terme de leur bourse, mais aussi des frais d'inscription dans les différentes universités dans lesquelles ils sont inscrits. Ils sont également là-bas, pris d'assaut les locaux du consulat du Niger au Burkina Faso pour poser ces revendications, comme nous l'indique ici le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens au Burkina Faso, M. Boubacar Kadri Ousseini, joint également au téléphone ce matin. C'est par rapport au retard de paiement de la bourse qui accuse un retard de 6 à 9 mois et aussi le paiement des frais de scolarité de l'année académique 2013-2014. C'est ça qui nous a conduit à faire un mouvement, un sitting au niveau du consulat. Donc nous avons adressé des lettres, ceci nous a conduit à faire un sitting au consulat pendant 3 jours. Donc pour 72 heures, actuellement, on n'a plus le consulat en otage. Actuellement, le consul nous a reçus, elle a appelé à Niamey, il n'y a toujours pas de suite. On est là au consulat, on attend la suite de l'autorité de la gestion de bourse. Vous savez, la patience a des limites, on a trop patienté, on a trop écouté le discours du consul, donc vraiment, et là, on n'a pas que ça, hein, on n'a pas le temps, on est obligé. Dans quelles conditions donc les étudiants nigériens étudient actuellement au Burkina? Dans une condition très difficile parce que toi-même tu vois, la bourse est le seul moyen de subsistance pour un étudiant pour améliorer sa condition de vie. Avec la France, on peut étudier. Ça fait 9 mois, il y a des gens qui n'ont pas perçu un franc de l'ANAP. Il y a même ceux de l'année passée qui n'ont perçu rien jusque-là. La régularisation, rien n'a été fait. Voilà, la structure chargée justement de payer ses bourses et ses frais d'inscription pour ces étudiants nigériens à l'extérieur, comme c'est d'ailleurs qui sont ici sur place, c'est l'ANAB, l'Agence nigérienne des allocations et des bourses. Elle s'est jusqu'ici tue avec toutes ces revendications des étudiants nigériens dans divers pays. Finalement, elle est sortie cet après-midi par la voix de son directeur général, M. Alassane Boubacar Gao, que je propose de suivre sur les explications qui sont à l'origine de ce retard dans le paiement des frais d'inscription, mais également des bourses des étudiants nigériens à l'extérieur. Je propose donc d'écouter les explications du directeur général de l'ANAB, M. Alassane Boubacar Gao. Nous avions fait les engagements concernant la bourse, c'est-à-dire demander l'autorisation de dépenser pour payer la bourse à l'extérieur depuis le 21 avril. Et c'est un malentendu ou une incompréhension entre nous et les agents du ministère des Finances. Notre engagement a traîné. Parce que, comme beaucoup de services publics, nous restons soumis à ce qu'on appelle la libération du crédit. Les crédits qui ont été libérés ne nous suffisent pas pour prendre en charge toutes les dépenses qui entourent la bourse.
Parce que quand on parle de bourse, les gens ne voient que ce qu'on donne aux étudiants directement. Or, comme vous dites, nous payons les frais de scolarité, nous payons le transport des étudiants. Les gens se demandent comment se fait-il un étudiant qui va au Maroc, comment il fait. Ben, c'est nous qui payons le billet. Nous payons la participation aux œuvres universitaires, c'est-à-dire les étudiants qui logent dans des cités universitaires à l'extérieur et qui sont boursiers. Nous participons à tous les frais engagés par les centres des œuvres universitaires. Donc c'est des montants que nous décaissons dans l'enveloppe bourse qui est mise à notre disposition. Donc de ce point de vue, lorsque nous avons fait l'engagement des dépenses relatives au deuxième trimestre de l'année académique, c'est-à-dire janvier, février, mars, eh bien c'était insuffisant. Nous avons dû demander une libération exceptionnelle des crédits parce qu'il nous restait de l'argent au trésor. Mais cette correspondance-là a traîné entre-temps entre l'Agence nigérienne des allocations et des bourses, le ministère de l'enseignement supérieur et surtout le ministère des Finances. Finalement, il a fallu le 18 juin pour que nous ayons cette autorisation de dépenses. Et pour moi, cette situation, elle est finie à partir de la NAB. Le jour où je signe un ordre de transfert, j'ai dit envoyer telle somme à l'ambassade du Niger à Dakar, je pense que j'en ai fini. Si j'ai disposé de cet argent, c'est un chèque que j'allais signer. Mais à partir du moment où c'est un compte qui est géré par le trésor public, je pense que moi, je n'ai pas de prise là-dessus. Chaque fois, la pression est sur la bourse. Que maintenant, nous nous attelons au paiement des frais de scolarité. Ça m'étonne aujourd'hui que les étudiants, en tout cas, aillent en mouvement et réclament le paiement des frais de scolarité. J'aurais bien voulu pouvoir les payer, mais encore faut-il que les fonds qui sont mis à ma disposition soient suffisants. Nous ne pouvons souffler que pendant les vacances. Vous comprenez? Comme c'est une libération trimestrielle des crédits, les crédits qui sont mis à notre disposition, il suffit juste pour payer la bourse. Et encore là, vous voyez bien, cette fois-ci, ils n'ont même pas suffi pour payer la bourse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il choisir de payer les frais de scolarité ou de payer la bourse? J'ai dit, je paye la bourse. Maintenant que les vacances viennent et que je n'ai pas beaucoup de charges, eh bien, je m'occupe des autres aspects. Les frais de scolarité, les frais de transport que je dois des fois rembourser, et où la plupart du temps rembourser aux compagnies aériennes, la participation aux œuvres universitaires, le remboursement des frais médicaux des étudiants qui réclament parce qu'ils se sont fait soigner. Donc, ce n'est que pendant le 4e trimestre de l'année budgétaire, comme les finances aiment l'appeler, que moi je peux souffler et faire face aux autres dépenses. Voilà, c'était donc les explications du directeur général de l'Agence nigérienne des allocations et bourses, ANAB, sur le retard enregistré donc depuis cette année par rapport au paiement des frais d'inscription et des bourses des étudiants nigériens dans plusieurs pays africains et pays étrangers européens notamment. Les premiers résultats des examens des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle pour la session de juin 2015 ont commencé à être publiés dans la ville de Niamey. Cet après-midi notamment, une de nos équipes était dans plusieurs centres pour recueillir ces résultats. Michel Deji et Chebou Guisso. Ce sont des résultats relativement satisfaisants qui sont issus de cette session 2015 du BEPC. Dans les différents centres sillonnés, le taux de réussite dépasse en effet sensiblement le tiers. J'ai un total de 356 candidats. Et sur ce total, j'ai 60 à l'écrit et 74 à l'oral, ce qui fait 134, soit un taux de réussite de 34%. Par rapport à l'année passée, ça a été un peu en hausse. Et cela est dû notamment au fait qu'on est repêché jusqu'à 12. Ça veut dire concrètement que chaque élève qui peut avoir 7 de moyenne en classe peut réussir au brevet cette année. Nous pouvons dire que les résultats vraiment sont satisfaisants. En tout cas, meilleurs que les autres années. Parce que sur à peu près 400 candidats, donc il y a eu plus de la moitié, jusqu'à 220 donc, qui ont réussi et l'écrit et l'oral. Donc nous avons 78 à l'écrit et puis le reste passe l'oral. Donc nous, combien le taux de réussite? Le taux de réussite doit être à 55%.
Mais il faut reconnaître aussi que nous sommes revenus au système ancien, ça veut dire au niveau du repêchage. Parce que l'année passée, vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on a eu à repêcher 8 points. Donc tous ceux qui ont, n'est-ce pas, ceux qui ont 122, donc quand ils arrivent à trouver 8 points de plus, ils sont repêchés. Mais cette année, nous sommes redescendus jusqu'à 112. Ça veut dire que quand le candidat a 112 points, ça veut dire qu'il passe l'oral. On l'augmente 18 points pour avoir 128 points. 18 points de bonus. Vraiment, non seulement les épreuves ont été abordables en dehors de l'histoire, n'est-ce pas? Histoire géo, bon, je peux dire même histoire pas géo. Les épreuves ont été abordables. Donc ça veut dire que vraiment, celui ou celle qui a échoué, concrètement, la personne n'a pas étudié. Les heureux admis ne cachent pas leur joie. Moi, je ne peux pas expliquer, mais je suis contente, je suis joyeuse. Ça a été très bien, voilà, très bien. Je suis très contente. Et je remercie Dieu de m'avoir donné ça. Je remercie aussi mes parents. Et je remercie aussi tous mes professeurs qui m'ont aidé. Vraiment, moi, je suis admise à l'oral, mais je ne suis pas contente de ça. Car toutes mes amies sont admises à l'écrit. C'est uniquement moi qui suis admise à l'écrit. Notons que les candidats admis au second groupe sont tenus de passer les deuxièmes épreuves écrites qui seront officiellement lancées le vendredi 3 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national avant d'être déclarés définitivement admis à cette session 2015 du BEPC. L'actualité hors de chez nous à présent, Wikileaks, le célèbre site de révélation des pratiques mafieuses des services secrets de l'administration américaine, vient de dévoiler de nouveaux documents qui dévoilent de nouveaux documents qui dévoilent l'ampleur des opérations menées par les services secrets américains contre les intérêts commerciaux, notamment de la France. La publication de ces documents intervient, comme vous le savez, après la révélation du même site Wikileaks sur des écoutes que ces mêmes services secrets américains ont fait sur les communications de 3 chefs d'État français, dont l'actuel François Hollande. Reportage. Espionnage à l'Elysée, c'est la nouvelle fuite du site d'information Wikileaks, révélée hier soir par les médias français Libération et Mediapart. Les oreilles de l'Amérique orientées vers l'économie française. 2 hommes notamment écoutés par les services secrets américains, l'ex-ministre de l'économie Pierre Moscovici et l'ancien ministre du budget François Baroin. 2 politiques espionnés lorsqu'ils étaient en poste au gouvernement français. Pierre Moscovici se dit choqué, mais l'actuel commissaire européen aux affaires économiques avait déjà envisagé cette hypothèse la semaine passée sur Twitter, suite aux premières révélations concernant les écoutes américaines des 3 derniers présidents français. La NSA, qui a visé également une centaine d'entreprises françaises, la quasi-totalité cotée au CAC 40, dans le viseur notamment de grands contrats d'exportation. Le site d'information Mediapart s'interroge donc sur une éventuelle corrélation avec des contrats commerciaux perdus par les entreprises françaises, mais aucune preuve de ce côté-là. L'allié américain, lui, s'est contenté de nier évidemment. On attend maintenant la réaction au plus haut sommet de l'État français. Elle était restée plutôt mesurée la semaine passée face aux révélations d'espionnage des présidents français. Un avion militaire s'est écrasé ce jour dans un quartier résidentiel de l'île de Sumatra, c'est en Indonésie. Le bilan provisoire fait état de plus de 113 morts. Récit. Des corps au milieu de débris encore fumants. Voilà tout ce qu'il reste de cet avion militaire qui s'est écrasé sur des habitations et un hôtel en plein centre de Medan, situé dans le nord de l'île de Sumatra. L'appareil, un Hercule C-130, venait de décoller de la base aérienne de la ville à destination des îles Natuna quand il a heurté le sol seulement 2 minutes plus tard sur ce quartier résidentiel fraîchement construit. Les témoins parlent d'une scène effrayante. Ils racontent l'avoir vu voler
volé très bas puis explosé en boule de feu. Il était environ midi quand j'ai vu l'avion. Il semblait avoir perdu de la puissance et il a commencé à descendre. J'étais chez moi quand il a frappé le quartier et je l'ai vu s'écraser. L'appareil a touché 2 immeubles de 3 étages et un autre d'un étage. D'importantes opérations de secours sont toujours en cours sur les lieux de la catastrophe dont on ignore l'origine précise. Selon des médias locaux, le pilote aurait demandé à retourner à sa base en raison de problèmes techniques. On ignore aussi combien d'habitants de la ville de Médane ont été tués. Seule certitude pour le moment, sur les 113 passagers dont les 12 membres d'équipage qui se trouvaient à bord de l'avion, il n'y a aucun survivant. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari.